Mamadou Ndiaye. C'est à vous. Merci, Chérif Diop. Mamadou Ndiaye est consultant. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Ndiaye. Bonsoir. Alors, il existe depuis la semaine dernière une loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire. Cela veut dire quoi déjà? Merci d'abord pour cette invitation que vous avez bien voulu adresser au ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, mais qui, compte tenu des rapports que nous avons eus pendant cette mission, a estimé qu'en tant que doyen du groupe, parce que finalement ils m'ont aussi bien intégré dans le groupe, ils ont estimé qu'en tant que doyen du groupe, que je devais aujourd'hui, après que le ministre ait quand même donné lancé en tout cas le premier événement sur la vulgarisation de la loi, ils ont estimé que je devais venir moi aussi en tant que doyen du groupe parler en leur nom. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas Mamadou Ndiaye qui est invité, mais c'est bien le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire qui est invité et que Mamadou Ndiaye aujourd'hui parle au nom de ce ministère. Donc Mamadou Ndiaye est consultant, juriste de formation, mais aussi un peu planificateur, et donc qui a eu une carrière administrative alhamdoulilah assez riche, parce que j'ai quand même accompagné le ministre Mehdi Kenya pendant 8 années et pendant 4 ministères. Et nous avons donc terminé notre mission au service de l'État, au ministère des Affaires étrangères, ce qui m'a valu la chance et l'honneur d'avoir été élevé au rang d'ambassadeur. Alors maintenant, que stipule cette nouvelle loi d'orientation solidaire et sociale? Donc, il faut dire que à partir du moment où un ministère avait été créé pour avoir en charge un secteur qui s'appelle l'économie sociale et solidaire, il était impératif que ce secteur puisse avoir des normes qui s'appliquent aux acteurs, des normes qui s'appliquent aux activités. Et donc l'économie sociale et solidaire, en fait, c'est une économie, on peut dire, alter-économie, une autre façon de voir l'économie. Tandis que dans l'économie classique, le profit est le moteur. Dans l'économie sociale et solidaire, c'est l'homme qui est au centre de l'activité économique. Et ce qui est recherché, c'est d'abord la promotion de l'homme avant même de chercher des profits, ce qui n'exclut pas la recherche du profit, mais dans l'équilibre entre l'homme et son milieu. Et comment vous envisagez y arriver? Comment le ministère, quels sont les mécanismes qui sont mis en place à partir de cette loi d'orientation pour aider justement à atteindre cet objectif? Il faut dire d'abord, à partir du moment où le législateur sénégalais a voté cette loi, ça devient donc la volonté du législateur. Le ministère a donc estimé qu'il faut d'abord, pour qu'il y ait de l'économie sociale et solidaire, il faut des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et pour que ces acteurs puissent agir dans ce cercle d'économie, il faut que ces acteurs puissent avoir connaissance des nouvelles règles qui ont été mises en place pour d'abord les encadrer, mais pour les identifier. Quels sont déjà ces acteurs de l'économie solidaire? Il faut dire que jusqu'au jour où la loi a été votée, on ne pouvait pas dire voilà un acteur de l'économie sociale et solidaire. Parce que tout ce qu'on pouvait dire, c'est qu'il y a des acteurs qui sont dans l'économie et on n'avait aucune base juridique pour dire qu'ils ont le statut. Cette loi vient maintenant dire que pour pouvoir revendiquer la qualité d'acteur, maintenant il faut en avoir le statut. Et pour le faire, il faut donc appartenir aux catégories qui ont été listées par le législateur. Et ces catégories, il y en a 3. D'abord, il y a les coopératives. Parce que les coopératives, par essence, sont les acteurs naturels de l'économie sociale et solidaire. C'est des acteurs qui agissent collectivement, qui agissent aussi socialement pour le bien commun et qui n'ont aucun moteur, aucune volonté de créer des bénéfices pour se l'approprier individuellement. Encore une fois, pour que ça soit clair, l'économie sociale et solidaire ne veut pas dire qu'on ne fait pas de profit. Mais on ne fait pas de profit pour en être le seul propriétaire ou en jouir uniquement au détriment de la société. C'est de l'entrepreneuriat social. Exactement, mais de l'entrepreneuriat social maintenant régulé. Jusqu'à présent, tout le monde pouvait se dire « je suis un acteur de l'économie sociale et solidaire ». Qu'est-ce que la loi apporte aux acteurs? D'abord, la loi apporte aux acteurs, premièrement, leur identification. Deuxièmement, la régulation de leur représentation. Et troisièmement, maintenant, la loi leur apporte aussi un soutien
sur le plan fiscal en leur donnant un régime fiscal particulier, non seulement actuel, c'est-à-dire que dorénavant, à partir du moment où, même si vous n'êtes pas coopératif, et qu'on vous donne le statut d'acteur de l'économie sociale, vous êtes considéré sur le plan fiscal comme une coopérative. Donc que vous soyez une association, parce que les 3 catégories, j'avais commencé à les énumérer, il y a des associations qui peuvent devenir des acteurs, mais avec des conditions. Il y a des sociétés même privées. Et l'investisseur privé peut décider qu'à partir de ce moment, je décide d'investir, mais de gérer mon investissement non pas comme un propriétaire qui cherche du profit, mais comme un acteur social qui respecte les différentes conditions qui peuvent me donner la qualité d'être un acteur social. On a encore dit que cette loi va permettre de mettre fin aux injustices sociales. En quoi faisant? En quoi faisant? Justement, vous savez que dans le système classique, il n'est pas, à partir du moment où l'entrepreneur est le propriétaire de son entreprise, cet entrepreneur décide des orientations. Dans son conseil d'administration, il invite qui il veut, et là-bas, c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire celui qui a le plus d'actions décide des orientations. Mais si vous décidez d'être un acteur de l'économie sociale et solidaire, premièrement, vous êtes obligé, vous êtes tenu de modifier vos statuts et de conférer aux travailleurs, même n'étant pas investisseurs, vous leur conférez un rôle et un pouvoir dans le conseil pour qu'ils puissent avoir la possibilité de bloquer toute décision qui ne va pas dans l'intérêt, toutes les décisions qui nécessitent en tout cas un quorum très large ne puisse pas passer comment faire la police? Ça me semble être... Vous savez, il y a un modèle de statut déjà qui sera adopté. Et dans ce modèle, on mettra ce qui sera mis, c'est une minorité de blocage pour certaines décisions dont la nature affecte l'avenir de la société. Pour ce type de décisions qui peuvent affecter l'avenir de la société, ce sera une majorité qualifiée du Conseil qui devra prendre cette décision. Et dans cette majorité qualifiée, justement, il faudra emporter avec l'investisseur, les travailleurs à qui on donnera une partie. Et le secteur informel dans tout ça. Voilà, vous venez de toucher aussi une partie importante qui est une innovation de cette loi. Parce que dans cette loi, il a été constaté donc que les secteurs informels, au lieu d'abord de leur donner ce nom assez péjoratif, informel, les acteurs se sont mis d'accord pour les qualifier d'économie populaire. Oui. Donc c'est le terme consacré à partir de ce jour ou de vendredi où le législateur l'a voté pour le secteur informel. Ce ne sont plus des acteurs du secteur informel, c'est des acteurs de l'économie populaire. Parce que justement, ce qui change, d'abord, on considère que c'est des acteurs économiques. Maintenant, on les respecte comme des acteurs économiques. Même si la loi reconnaît, ils sont des acteurs qui n'ont pas un des statuts qui est déterminé par la loi. C'est la seule chose qui leur manque. Oui. Ils produisent des biens, des services, ils peuvent le faire dans l'intérêt général. Parfois même, ils sont les seuls à produire pour l'intérêt général, mais ils n'ont pas le statut les différents statuts que la loi a fixés pour être un acteur économique. Maintenant, charge est donnée. Actuellement, le législateur a donné charge au gouvernement par le biais du ministère de l'économie sociale et solidaire. Vous ne m'avez pas donné le temps de remercier Madame le ministre pour la confiance qu'elle a placée en nous, parce que je n'étais pas seul dans ce travail. Il y avait aussi un éminent professeur connu de tous les Sénégalais, le professeur Abdou Salam Fall, qui, si l'économie sociale et solidaire était une confrérie, on pourrait l'appeler le khalife général de l'économie sociale et solidaire. Justement, dans cette économie sociale et solidaire, on peut regrouper ce qu'on appelle les tontines que l'on retrouve dans les quartiers, dans les marchés, partout. Aujourd'hui, comment faire? Qu'est-ce que la loi va apporter de nouveau pour structurer cette économie sociale et solidaire? Justement, là, quand même, la loi a eu la prudence. Oui. Vous savez, les finances, c'est des affaires assez sérieuses. Le nerf de la guerre. La loi a eu la prudence de ne pas directement considérer que, d'abord, les mutuelles d'épargne et de crédit, qui, bien qu'étant des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais il y a une loi déjà qui les régit. Le législateur ne pouvait pas aller encore prendre une loi pour des acteurs qui ont déjà leur loi. Donc, tout ce qui est financier. Maintenant, la question, la ligne de ces deux figures, et on peut y compter les tontines, parce qu'on peut dire que c'est des acteurs de l'économie populaire, au sens de cette loi. Oui. Parce qu'ils sont en train
de s'adonner à de l'épargne et parfois à du de chercher d'autres canaux pour se financer. Voilà, mais on ne peut pas dire qu'ils ont l'un des statuts que la loi reconnaît pour effectuer ces actes. Donc, la nouvelle loi ne les considère pas comme... Ils ne font pas partie de vos cibles. On peut dire que ce n'est pas de façon, en tout cas, plus claire et nette. Ça ne fait pas partie des cibles parce que l'économie sociale, c'est surtout l'économie productive. Finalement, quelles sont vos cibles? La RSE, par exemple, fait partie de vos cibles. J'allais y venir. Oui. Vous savez, les cibles, c'est l'économie productive. Parce qu'à côté de l'économie productive, il y a le financement de cette économie. En fait, les tontines sont dans le volet financement de cette économie et même pendant les discussions, étant donné que le ministère des Finances a quand même tout un dispositif pour contrôler le système financier qui est quand même assez délicat, ça n'a pas encore été, on ne peut pas dire de façon claire, mais ils ne sont pas exclus. Pourquoi ils ne sont pas exclus? Parce qu'il y a quand même un dispositif qui doit être mis en place pour que tout ce qui est dans l'informel puisse aller vers le formel. Donc ils sont comme une cible qui actuellement de l'économie populaire. Cela avance à dire qu'en poussant les acteurs qui sont dans l'économie populaire de production de biens et services, il faudra bien qu'on pousse avec eux les acteurs de l'économie qui sont dans le financement de la production. Et donc, ce qu'on vous appelle les tontines et tout ce qui n'est pas réglementé, mais qui fait du financement en réalité, même si de notre côté, si on a l'œil d'un gendarme, comme on l'a souvent à la direction de la surveillance des SFD, la DRSFD, qui est plus un gendarme, les considère un peu comme des délinquants. Alors que l'approche économie sociale et solidaire n'est pas de les prendre comme des délinquants, mais les considérer comme des acteurs à part entière à qui il faut donner un renforcement de capacité qui leur permettra d'avoir eux-mêmes pleinement conscience qu'ils ont mieux intérêt à entrer dans le circuit classique. Quel est l'intérêt d'entrer dans un circuit classique avec souvent une fiscalité qui est extrêmement lourde et insoutenable? Justement, c'est cette fiscalité-là, vous venez de toucher, non seulement par la présente loi, dès l'instant qu'ils accepteront d'entrer dans l'une des catégories qui est prévue comme étant les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ils bénéficient déjà de la fiscalité qui est accordée par l'État aux coopératives, qui est une fiscalité allégée, mais bien encadrée. Mais ensuite, le législateur a demandé, expressément, à l'article 22, a demandé à ce que l'État ne s'arrête pas à ce niveau, que l'État enclenche une réflexion approfondie pour que tout ce qui peut être fait pour encore alléger la fiscalité qui s'appliquera à ces acteurs et de leur permettre de s'étendre, parce que le but ultime de l'économie sociale et solidaire, c'est quoi? C'est ne laisser personne au bord du chemin. Mais aujourd'hui, comment est-ce que cette loi va aider les communautés et les collectivités territoriales à jouir davantage de la responsabilité sociétale d'entreprise? Mais justement, vous savez, une loi elle-même n'agit pas. La loi facilite. Fait agir. Facilite pour que l'entrepreneur qui va agir, parce que s'il n'y a pas d'acteur de l'économie sociale et solidaire, la loi restera comme une lettre morte. Absolument. Il faut bien donc que des Sénégalais se disent, pendant plus de 60 ans d'indépendance, nous avons entrepris avec des méthodes qui ne sont pas forcément en cohésion avec ni nos croyances, ni nos valeurs traditionnelles. En recherchant de façon effrénée un profit et au bénéfice exclusif de nous-mêmes. Des Sénégalais ou bien de toute personne. Et toute personne intéressée. Si c'est désactement à se dire, avec tout ce que cela comporte comme crainte, tout ce que cela comporte comme agressivité, comme difficulté, maintenant essayons ensemble d'entreprendre de telle sorte que dans l'entreprise, que tout le monde se voit comme étant non pas simplement le dernier maillon de la chaîne, mais une partie intégrante du processus de production. Et que donc, l'entreprise n'appartiendra plus, que ce soit l'entreprise, la coopérative, on en parle, c'est évident, c'est déjà, comme disait l'autre, donc là, les coopératives essayaient de développer cette forme, que la coopérative devienne une forme privilégiée de production, surtout comme
D'ailleurs, la coopérative l'a été au début de nos indépendances. C'est parce qu'on a eu des devoirs, justement, dans ces coopératives que l'a abandonné. Et cette loi vient tenir compte de toutes les situations qui ont été créées par cette coopérative liées à la non-transparence pour insister sur les principes cardinaux de la coopération. Ces principes qui sont des principes internationaux que le Sénégal a intégrés, mais ajouter d'autres principes qui encadrent dorénavant la coopérative et donc tous les autres acteurs de l'économie sociale et solidaire, et dans lesquels il y aura l'obligation de redevabilité pour rendre compte périodiquement aux acteurs. C'est ce qui manque souvent, l'obligation de transparence. Est-ce qu'elle ne sera pas encore une loi de plus? Combien de lois existent au Sénégal et qui ont du mal à être appliquées? L'application. Comment faire appliquer? L'application ici, l'avantage de cette loi, c'est que l'application d'abord n'est pas centralisée. C'est-à-dire que, s'appuyant sur la charte de la déconcentration, et le ministère n'ayant pas d'ailleurs de services déconcentrés, c'est au niveau de chaque circonscription administrative, chaque autorité administrative est un acteur pour la mise en œuvre de cette loi. Voilà la particularité. Ce n'est plus une loi qui s'applique simplement au niveau central. Sauf que ça, on le dit par rapport à toutes les autres. Absolument. Non, peut-être on le dit. C'était la même chose. Absolument. Qui comportait un volet essentiel sur le plan social par rapport à l'économie des territoires. Oui. Mais jusque-là, un vœu pieux. Oui, mais je pense que quand vous aurez l'occasion de lire la loi, l'avantage, c'est que même dans le processus d'élaboration, le ministère a eu l'ingénieuse idée de ne pas en faire une loi de fonctionnaire. De fonctionnaire. De fonctionnaire. C'est-à-dire une loi de fonctionnaire. Une loi de fonctionnaire, c'est une loi qu'on écrit dans les bureaux avec d'autres personnes et qu'on essaie de faire porter comme un corset à la population. Comment est-ce que cette loi a été élaborée? Exactement, c'est ça la particularité, c'est que dès l'instant que d'abord le ministère a essayé, c'est vu comme étant une partie. Oui. Le ministère s'est dit que le secteur privé et les acteurs sont l'autre partie. Je vais faire recours à un ou des arbitres. Et ces arbitres vont essayer de mener un peu le dialogue qu'il y a entre nous et les autres acteurs. De telle sorte que la loi puisse devenir un consensus entre nous et ceux à qui la loi va s'appliquer. Dans la formulation. D'abord dans la formulation, parce que si la formulation est faite avec eux, parce que dès que le projet a été proposé par les consultants, le professeur Fall et moi-même, cette loi a circulé dans l'ensemble du Sénégal. Les 14 régions du Sénégal ont été invitées à donner leur point de vue sur la loi. À travers les circuits formels ou informels? À travers des circuits formels et informels à la fois. Parce qu'on a pris les acteurs qui se réclamaient, sans encore en avoir le statut, parce qu'il n'y avait pas un acte. Mais ces acteurs se réclamaient être dans l'économie sociale et solidaire. On est allé vers ces acteurs, vers ces coopératives, vers ces groupements féminins, vers ces associations d'artisans. Oui. Et donc, parler avec eux dans la langue qu'ils comprennent, leur expliquer ce que le ministère veut faire à travers cette loi, et donc recueillir leur point de vue et l'intégrer. Et quels sont les moyens mis à votre disposition aujourd'hui pour atteindre ces objectifs sur le plan humain et financier, matériel? Est-ce que ce ministère a suffisamment de moyens pour... Vous savez, c'est... Et du point de vue de la planification surtout. Voilà donc le professeur Fall et moi avons ensuite d'abord accompagné le ministère dans l'élaboration de sa lettre de politique sectorielle de développement. Oui. Avant même qu'il nous demande de les accompagner pour l'élaboration de la loi. Oui. Et donc, le ministère a l'avantage, en tout cas, d'avoir déjà une nette et claire vision des objectifs qu'il doit atteindre dans les 5 années à venir et des moyens qui doivent être mis à sa disposition. Et cette lettre de politique sectorielle avait été signée entre le ministère et le ministère chargé de l'économie et du plan. Donc, à partir de ce moment, les projets qui sont dans cette lettre de politique sectorielle ont fait l'objet de demandes de financement auprès des partenaires au développement et une partie même a déjà ce qui est supportable par les finances publiques a commencé à être financé. Et donc, avant même que la loi ne soit adoptée, le ministère n'a pas attendu. Récemment, le ministère est allé
à Ziguinchor et il m'invite toujours comme étant le doyen du groupe. Et donc, nous sommes allés juste en Basse-Casamance. On a plus vu des meetings. Vous avez vu des meetings? Très bien. C'était loin d'un meeting. Ce que j'ai vu, oui. c'était la remise de financement à des groupements. Sous forme de meeting. Ma dernière question, c'est l'opinion étant libre, le commentaire est libre. Oui. Mais ce que moi j'ai vu, c'est Madame le ministre qui donne des chèques à des groupements. Moi, c'est ce que j'ai vu. Avec tambour et trompette. Votre commentaire reste avec tambour et trompette quand même. Mais est-ce que cette loi va permettre de contrôler davantage ce que font les institutions de microfinance qui sont de plus en plus déjà critiquées par rapport Ne mélangeons pas les genres, justement. Oui. Les institutions de microfinance ont leur loi. Oui. Ça n'a rien à voir avec cette loi. Ça n'a rien à voir. C'est un dispositif. C'est le même ministère. Pourquoi les gens peuvent faire une confusion. Le ministère a microfinance et a économie sociale et solidaire. Mais il faut trouver des ponts. Il y en a justement. Les ponts, c'est quoi? C'est comment faire pour que les acteurs de l'économie sociale et solidaire de financement puissent de façon privilégiée maintenant être les financeurs de l'économie sociale et solidaire. Très bien. Ça veut dire donc les mutuelles qui sont des acteurs par essence. Parce que tous les grands réseaux qu'on voit parfois, on a l'impression que c'est des banques comme Pamecas, comme ACEP, c'est des mutuelles d'épargne et de crédit. Malgré la puissance Ils sont quand même souvent critiqués par rapport aux prêts qu'ils donnent aux... C'est un long débat. Vous savez, c'est un long débat. Mais quand vous les suivez de très près, vous vous rendez compte que la question du financement, les gens sont obnubilés par le taux. Alors que la question du financement est plus une question d'opportunité que de taux. Avoir le financement au moment où on en a besoin. Le taux appauvrit davantage ce qui demande les prêts. Je vous dis, ça ne lutte pas contre la pauvreté et le chômage. On a vu des taux qui, si on les... C'est dans l'informel, je parle dans l'informel. Oui, quand on regarde le taux auquel des femmes qui font le mariage empruntent le matin une somme qui leur permet d'acheter le poisson et de le revendre. Si vous le calculez avec le taux, vous allez retrouver avec des taux de 50% là. Si vous prenez le jour, c'est-à-dire on le fait des prêts journaliers. À la féminisation de la pauvreté. Non, mais justement, ce n'est pas... C'est une erreur de croire que c'est le financement, le taux est le grand problème. Le grand problème, c'est disposer de l'argent au bon moment pour avoir son produit et pouvoir le mettre sur le marché au bon moment, pouvoir récupérer donc le produit de la vente au bon moment et rembourser et avoir un surplus. Donc la question du taux vient après. On ne peut pas faire d'épargne, on peut rien mais faire on risque de déraper. à cause... mais c'est le ministère qui doit avoir aussi un regard sur tout ça. Mais c'est le ministère là. Vous savez, le ministère avait organisé aussi un forum pour réfléchir sur la question parce que le président de la République avait interpellé le ministère. Et le résultat de cette réflexion, c'est quoi? C'est que la question du taux, c'est comme ce que vous achetez et ce que vous vendez. Absolument. Vous ne pouvez pas vendre l'argent moins cher que vous l'avez acheté. Merci beaucoup. Donc la question est là-bas. Si les mutuelles d'épargne disposent de ressources moins chères, le taux de sortie sera évidemment moins cher. C'est une solution globale qui est en train d'être recherchée, mais ça a des coûts. Et donc, le coût, c'est... Il faut en discuter et trouver des solutions pour tout le monde. On en a déjà discuté et des solutions ont été proposées. Et justement, on est en train de mettre en œuvre, comme le deuxième maillon de la chaîne maintenant a un cadre juridique, il devient maintenant plus facile pour le ministère de pouvoir les faire jouer de façon mutuelle et que s'entre-aidant. Puisqu'il y a des garde-fous maintenant. Merci beaucoup, M. Mamadou Ndiaye, consultant. Merci également à Pape Djibril. Merci d'avoir suivi et bien le bonsoir.